être désignée secrétaire de séance à chaque fois, moi ou une autre élue. Il y a un moment donné, en début de séance, je me suis permise d'expliquer au président qu'une secrétaire n'était pas forcément une femme. Donc depuis, ça tourne par ordre alphabétique. et voilà, mais ce sont des petites batailles, mais c'est pas anodin. Et d'ailleurs, il m'en reparle souvent. Mais il a fallu ça. Il a fallu cette confrontation directe en séance plénière pour dire, stop. Quand j'ai été élu, j'avais une image de la fonction publique qui justement était une image d'égalité, voire égalitaire. Je me pensais que tout le monde était traité de la même manière. Et c'est quand j'ai découvert le fonctionnement par métier, le fonctionnement par filière, etc., que je me suis rendu compte qu'il y avait des inégalités qui étaient créées par le statut. Et c'est pourtant pas l'image qu'on a de la fonction publique quand on ne la connaît pas de l'intérieur. J'ai lu les études, j'ai regardé les diagnostics, c'est criant. Les évolutions de carrière pour une femme sont différentes de celles d'un homme. Résultat des courses, on a des inégalités profondes. Inégalités profondes dans l'évolution dans la carrière, dans les responsabilités, mais aussi dans les rémunérations, mais aussi parce que vous avez des temps partiels. On dit temps partiels choisis, ils sont parfois imposés. Vous vous retrouvez avec des iniquités de traitement au moment de la retraite, très clairement. Et puis, on s'est rendu compte que le régime indemnitaire était profondément inéquitable, ou pouvait l'être. Il y a eu des régimes indemnitaires qui étaient plus favorables aux hommes. Les ingénieurs, les techniciens se sont battus pour avoir des primes. Ça fait des lustres, toi tu connais pas ça. Mais... Tant que la cellule familiale reposera sur la femme, la femme aura dans son parcours professionnel des entraves à trouver du temps pour préparer les concours, à s'investir davantage pour prendre des responsabilités, à préparer des demandes de mutation ou d'avancement de grade, etc. C'est-à-dire une femme qui, en général, a plus la charge des enfants qu'un homme, elle a plus de mal à faire un parcours. Les réunions le soir, la mobilité nécessaire parfois. Et donc ça, ce sont des choses qui brident les évolutions. Parce que sur un même métier, avec un déroulement de carrière identique, les payes sont les mêmes. Là où il y a un plafond de verre, c'est quand on commence à aller sur l'encadrement ou sur des métiers qui ont des contraintes particulières. Donc c'est ça qu'il faut commencer à éradiquer. Il ne peut pas y avoir encore demain de présupposés sur la filière technique et la filière administrative. Même si vous avez la volonté de promouvoir des femmes sur un certain nombre de postes, il se trouve que jamais, toute petite, on leur dira « tu seras ingénieur, ma fille ». On dira plutôt tu feras d'autres métiers. Donc ça, c'est un présupposé. Et donc il faut libérer ça. Je pense que des équipes qui ne sont composées que de femmes, c'est pas bon. Des équipes composées que d'hommes, ce n'est pas bon. Il faut de la mixité, il faut de l'échange, il faut des regards croisés, il faut des sensibilités différentes. Donc on est attentif à cela. Alors c'est pas facile. Au service d'aide à domicile à Quimperlé, il n'y a que 2 hommes par exemple. Dans les écoles, si vous allez dans les écoles, vous verrez essentiellement des femmes. Il y a des appétences qui sont aussi genrées, ça on est obligé de le constater. On a énormément de mal au conseil départemental à avoir des candidates pour être agent des routes et avoir des candidats pour être travailleur social, alors que pourtant on aimerait bien mettre de la mixité dans les équipes et qu'on a fait les aménagements nécessaires pour les vestiaires, par exemple, dans les équipes des centres d'exploitation des routes, etc. Donc il faut que l'on arrive à avoir une meilleure égalité entre les filières. Et puis, il faut aussi qu'on arrive à communiquer en direction des jeunes pour faire tomber les préjugés. Certaines lois vont assez loin, d'autres peut-être pas assez. Le problème, il est surtout, je pense, en termes d'effectivité. C'est-à-dire que si on ne les utilise pas, si on ne s'en sert pas, si on ne les mobilise pas, si on ne s'en saisit pas, ça reste lettre morte et ça ne se fait pas avancer. Par ailleurs, les lois, le droit ne fait pas tout, ne peut pas changer à court terme, même à moyen terme, les mentalités. Et la question d'égalité, c'est surtout une question de mentalité. Je pense que les femmes aussi doivent faire un travail sur elles-mêmes, si je puis me permettre. Parce que le plafond de verre, c'est pas quelque chose qui nous est imposé physiquement, c'est psychologique. Qu'est-ce qui fait qu'une femme, à un moment donné, se dit « je ne peux pas prendre de responsabilité ». Donc c'est quelque chose qui marque notre société, très clairement. Donc il faut absolument que ce plafond de verre, on le détruise. Donc qu'on permette, qu'on fasse ce travail de fond, qui est un travail, à mon avis, très sociétal, sociologique, sur le fait de faire comprendre et que les femmes elles-mêmes
Et cette estime, je vais déjà aller jusque-là, d'elle-même pour dire j'y vais, et j'ai tout à fait les capacités, les qualités. Il ne s'agit pas d'exclure les hommes, il s'agit à un moment donné que chacun prenne des responsabilités. Donc c'est des sujets politiques, c'est des sujets sociétaux, c'est des sujets culturels. Je pense que c'est tout un pays qui doit s'interroger. On dit souvent que lorsqu'un homme voit une fiche de poste, s'il la remplit à 50%, il y va. Il pense qu'il peut être pris. Une femme, si elle ne la remplit pas à 95% selon elle, elle n'ira pas candidater. Donc il faut déjà former les femmes à trouver leur leadership, leur capacité à aller au-delà de ce qu'elles projettent par leur éducation. Oui, il faut qu'on travaille là-dessus parce qu'il y a la confiance en soi, par exemple. Les hommes, ils se sont groupés et ils ne doutaient pas du fait qu'ils devaient avoir une rémunération supérieure. Et généralement, les personnes qui viennent demander une indemnité particulière, ce sont toujours plus les hommes que les femmes. Parce que les femmes, elles ont moins confiance en elles, elles ne se disent pas qu'elles valent plus que ce qu'on leur donne, et c'est sur ça qu'il faut qu'on travaille. Si on n'avait pas obligé les collectivités progressivement à entrer des femmes dans les comités de direction, il est à peu près certain qu'on n'en sera pas là aujourd'hui. Donc la loi c'est une chose, elle vient souvent après les comportements les plus vertueux, mais en tout cas elle permet de rattraper ceux qui ne font pas. Donc elle a vraiment un intérêt. Là où nous sommes vraiment très bons, c'est lorsqu'on n'a plus besoin de faire une loi, un décret ou un texte, parce que ça sera naturel. Nous, en France, on pense que c'est par les quotas qu'on va arriver à l'égalité femmes-hommes. En Suède, ils disent que c'est pas par le quota, c'est par la négociation qu'on arrivera à l'égalité femmes-hommes dans tous les domaines. Donc on voit bien qu'il y a une appréhension différente. On a un pays qui est du nord de l'Europe, dont la démocratie sociale, et donc la part des syndicats et des associations est extrêmement importante. Et on a un pays qui, je dirais, parie tout sur l'arsenal législatif. Donc il est où le juste milieu ? Moi, je trouve ça intéressant de se confronter aussi à d'autres réalités et de voir dans des pays qui sont quand même clairement avancés sur ces sujets, même s'il y a des questions, de voir avec eux comment on peut faire avancer un certain nombre de préoccupations. Ici, on a agi. Je disais qu'on avait délibéré il y a quelques semaines sur notre plan d'action. Dans le même conseil municipal, on a pris une délibération sur l'égalité femmes-hommes en matière de régime indemnitaire, en particulier pour nos cadres. Et c'est très concret, puisque pour nos cadres, ça a été une différence de régime indemnitaire mensuel de 100 à 150 € en alignant les carrières administratives sur les carrières techniques. C'est un sujet qui est connu de tous. Et aujourd'hui, vous avez des femmes et des hommes qui bénéficient de cette revalorisation du régime indemnitaire. Je ne vois pas pourquoi il y aurait des iniquités de traitement entre agents à partir du moment où vous avez la même grade et la même fonction. Nous avons voulu tout baser sur la reconnaissance des qualités professionnelles et non pas sur l'ancienneté uniquement. Et en mettant en avant les qualités professionnelles, la manière de servir, on arrive à gommer une partie des inégalités qui sont créées par le statut, par les filières. On a pour mission, pour principe d'action, dans toutes les directions, d'observer quelles sont la réalité des inégalités, de former les agents, de regarder le budget, est-ce que l'argent public va finalement plus aux femmes ou plus aux hommes. Et donc on va décliner tout ça dans les différentes directions. Et on les sensibilise aussi, on sensibilise tous les agents en créant des formations égalité filles-garçons, donc qui sont relatifs à la direction dans laquelle ils travaillent. Par exemple, tous les agents de la petite enfance qui interviennent dans les crèches et les haltes garderies ont été sensibilisés, une journée de sensibilisation sur la question de l'éducation égalitaire entre les filles et les garçons. Nous organisons par exemple plusieurs séminaires et conférences régulièrement pour former et sensibiliser l'ensemble des agents de certaines collectivités. Moi, j'apporte un cadre juridique, de quoi on parle, que dit la loi aujourd'hui sur les questions de discrimination, et on fait des focales sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Il y a toujours des temps de remise à niveau et puis d'acculturation sur la question de l'égalité, et puis après on passe très vite à des choses pratiques, donc des situations, des scénettes, des études de cas, du théâtre forum, des jeux. C'est aussi très très participatif et très ludique en fait. Très vite, on s'est engagé à avoir des jurys qui étaient paritaires. Je crois que c'est important. C'est important dans l'échange, c'est important dans le regard croisé, c'est important vis-à-vis des candidats ou des candidates.
Alors, on a commencé par une expérimentation. On a fait un travail avec les agents de maîtrise pour intégrer des femmes sur les métiers traditionnellement exercés par des hommes, par exemple la collecte des ordures ménagères, le nettoiement des rues, les espaces verts, la voirie. Et donc on a intégré des femmes dans les équipes pour les jobs d'été. Et on a travaillé vraiment ça avec les agents de maîtrise de manière à ce que ça soit possible après d'ouvrir ces jobs dans du long terme. À plus long terme, quoi. À compétences égales, lorsqu'il s'agit de faire un choix, on peut avoir un choix qui est dicté par, je dirais, cette préoccupation. Dans nos services techniques, on a recruté une femme qui est peintre, une femme qui est menuisière, je ne sais pas si le mot est le bon. À mon secrétariat personnel, mon dernier recrutement est un homme. Le directeur de la crèche avec un perlé, c'est un directeur, c'est un homme. La chef de police, c'est une chef de police, c'est une femme. On est attentif à tout cela parce que je pense qu'il faut aussi regarder à la mixité et à l'équilibre des équipes. On doit faire aussi très attention à ne pas avoir du recrutement discriminant. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit vraiment à compétences égales. On a plutôt envie d'un agent d'accueil parce qu'on a une équipe de femmes qui sont à l'accueil. Et ben c'est très compliqué. On ne va pas mettre on cherche un agent d'accueil. On cherche un ou une agente d'accueil. Et c'est après dans la sélection, dans le recrutement, c'est tout un état d'esprit qui est collectif dans l'équipe de recrutement et qui, à compétences égales, et ben là, ça basculera pour plutôt un homme sur un agent d'accueil parce que c'est une équipe de femmes et inversement sur d'autres objectifs de rééquilibrage du fait du plan d'action. Il faut faire en sorte qu'on ait systématiquement des candidates et des candidats. Donc ce qu'on cherche, c'est l'équilibre. C'est pas 80% de femmes, 20% d'hommes, c'est pas l'inverse non plus. Donc ça, c'est un chemin qui est très long. Parce que pour casser le plafond de verre, il faut trouver une génération de femmes qui soient dirigeantes à un certain niveau et qu'ensuite on arrive à emmener tout vers le haut. À la région, on a d'abord depuis 2019, dans l'encadrement supérieur, dans les 5 emplois fonctionnels, je crois que tout le monde sait ce que ça veut dire, on a 3 femmes depuis l'année 2019. On a par ailleurs une majorité de dirigeants qui sont des femmes, il y en a 53%. Ça veut dire qu'on a le potentiel pour que de ces 53% de femmes, on ait demain autant de directrices que de directeurs, autant de patrons, de grands chefs à plumes, hommes et femmes. Et c'est ça qui va changer le management, parce qu'un management équilibré, ça ressemble à la vie, c'est autre chose que juste des hommes ou juste des femmes. Je me souviens d'une campagne qu'on avait faite dans une autre vie professionnelle, la région Centre-Val-Loire, pour ne pas la citer. On avait dit tous les métiers sont mixtes. Et donc pour l'illustrer, on avait pris en photo des femmes sur des métiers d'hommes. Donc on avait pris la directrice de la communication en photo sur le métier de garagiste. Et alors moi, il m'avait pris en photo sur le métier de coiffeuse. Et donc l'idée, c'était qu'en mettant les gens en photo, on commençait à casser ces stéréotypes-là. Alors la campagne de communication que nous avons lancée, elle avait vocation à alerter nos agents sur les inégalités qui peuvent exister entre les hommes et les femmes d'un point de vue professionnel, au conseil départemental, alerter les hommes mais aussi parfois alerter les femmes qui sont pas forcément qui n'ont pas toujours forcément à l'esprit que parfois elles reproduisent des schémas. Je pense notamment la question du temps partiel pour élever les enfants qui ralentit par définition l'évolution de carrière, alors que nous avons des organisations du temps de travail qui permettent de libérer très concrètement le mercredi après-midi tout en restant à temps complet, de façon à continuer à avoir un traitement à temps complet et une évolution de carrière parfaitement normale, même si pendant quelques années il faut aussi donner du temps pour les jeunes enfants, bien que ce soit vrai pour les jeunes mamans aussi bien que pour les jeunes papas. On peut vouloir recruter de façon mixte, mais si on n'a pas les candidatures, ben en fait, on n'y arrive pas. On va dans les collèges, dans les lycées, faire la promotion des métiers. On amène des témoins, des femmes qui sont dans des métiers techniques. On les envoie elles vont témoigner de leur expérience, des difficultés qu'elles ont pu rencontrer, femmes dans un milieu d'hommes, etc. Nous nous rendons régulièrement, élus ou agents de l'administration départementale, dans les collèges, pour la sensibilisation au métier, pour expliquer que ce n'est pas parce qu'on est un homme que l'on doit travailler sur les routes, et ce n'est pas parce qu'on est une femme que l'on doit être assistante sociale. Donc il faut, par exemple, ne pas faire de réunion après 18h. Parce que souvent, c'est la femme dans le couple qui va chercher l'enfant, et pas forcément l'homme. Donc il faut permettre que les réunions commencent pas trop tôt, qu'elles se terminent pas trop tard, faire en sorte qu'on installe le télétravail, sachant que la productivité est la même ou supérieure lorsqu'on est chez soi
ou lorsqu'on est au bureau. Et il faut permettre à ce que les rythmes de vie s'accordent à faire coexister une activité professionnelle exigeante pour une femme et une vie de famille, sachant que les tâches domestiques sont très peu partagées. Et c'est le cas pour moi qui suis sur un poste de direction depuis longtemps. Il est évident que si ma femme ne prenait pas en charge un certain nombre de choses, je ne serais pas DG aujourd'hui. Et ça, il faut le permettre aussi aux femmes, dans un équilibre des deux. On voit bien qu'il y a eu des lois majeures qui ont fait évoluer les choses très sensiblement, mais on voit quand même apparaître encore des choses, des délégations qui restent genrées, le défaut d'accès aux responsabilités. Dans nos intercommunalités, il y a un vrai sujet, c'est-à-dire dans le conseil communautaire, au travers du mode de représentation, c'est pas un sujet facile, mais ensuite dans les vice-présidences, dans les présidences, aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment de femmes maires, il n'y a pas suffisamment de femmes présidentes de communautés de communes ou d'agglomérations. Et plus la taille des collectivités grandit, plus les femmes sont loin de pouvoir prendre les responsabilités. Donc il y a un vrai sujet. Rien n'oblige, mais c'est pas pour autant qu'on ne doit pas y arriver. Moi, je suis maire d'une commune de moins de 1000 habitants. La parité n'était pas en 2014 une obligation, elle ne le sera pas d'ailleurs non plus en 2020. Pour autant, ma liste était paritaire. Voilà, il ne faut pas toujours attendre que la loi nous impose les choses. Il faut aussi anticiper des petites révolutions. En région, depuis longtemps, les élus sont élus hommes-femmes. Et que depuis maintenant plus d'un mandat, dans l'exécutif, c'est aussi la parité hommes-femmes. Et donc, vous voyez, il y a un élan politique qui est porté par le président, par Anne Patteau, qui est porté dans l'exécutif, dans le quotidien. On voit qu'il y a des vice-présidentes, des vice-présidents, et que donc, c'est naturel, et que ça intègre aussi l'administration. Donc ça, c'est un long chemin, ça fait 15 ans que la région le fait. Donc vous voyez, il faut vraiment changer les mentalités, il faut montrer à chacun et à chacune qu'il a sa chance. Et je reviens sur la partie politique. Les collectivités qui, depuis longtemps, ont la parité, hommes-femmes, les débats dans l'hémicycle ne sont pas les mêmes. La nature des débats, la façon dont ça se passe, il y a moins de testostérone, ça se passe de manière différente, on est plus dans le débat, plus dans l'écoute. Je pense que si on voit moins de femmes que d'hommes au poste de maire ou de président, vice-président d'interco, c'est une question culturelle. C'est-à-dire que pendant des années, les femmes n'ont pas eu à l'esprit, ou alors on ne leur a pas laissé avoir à l'esprit qu'elles avaient toute leur place dans l'espace public et dans l'espace politique. Et puis il y a aussi sans doute sur le statut des élus à réfléchir par rapport à l'articulation des temps de vie entre le travail, entre les mandats, entre les enfants. Et donc là aussi, ce n'est pas uniquement en direction des jeunes mamans, c'est aussi en direction des jeunes papas. Mais je crois qu'il y a vraiment une difficulté sur cette articulation des temps de vie. C'est une réalité. Aujourd'hui, c'est difficile de concilier à la fois la vie professionnelle, la vie d'élu et la vie familiale. Donc voilà, il y a un triptyque là qui est un petit peu difficile. Donc une femme donnera davantage priorité à sa vie de famille qu'un homme. Elles vont d'abord se poser la question de savoir est-ce qu'elles vont pouvoir concilier tout ça. Il y a une des dispositions que je retiens moi, c'est la prise en charge des frais de garde. Reste à voir dans quelle mesure ça va se mettre en pratique. Si dans notre budget communal, on doit effectivement prendre en charge les frais de garde, ça va poser, et pourtant, vraiment, je trouve que c'est une bonne chose, mais pour autant, ça va impacter le budget. Donc il faudrait qu'il y ait une compensation de l'État, que ça vienne de l'État. C'est l'État qui doit assumer le fait de faciliter l'exercice des élus locaux. Moi, je pense que la vraie problématique et qui peut faire peur aux jeunes élus en général et peut-être un peu plus aux jeunes femmes, c'est qu'est-ce qui se passe après. C'est-à-dire je laisse de côté ma carrière pendant 6 ans pour me consacrer à mon poste de maire et de vice-président à l'agglo. Qu'est-ce qui se passe après ? Si je suis dans le public, je peux demander une disponibilité. Si je suis dans le privé, c'est plus délicat. Alors, c'est vrai que sur les lois, moi, j'étais très partagée. La loi sur la parité, quelque part, me dérangeait. Parce que c'est difficile de se dire qu'on est légitime que parce qu'il y a une loi sur la parité. Mais au final, on se rend compte que sans cette loi, on n'y serait pas arrivé. Donc oui, je pense qu'il faut que la loi évolue pour les exécutifs communautaires et il faut que la loi aille jusqu'à imposer la parité dans les exécutifs. Sans ça, je pense sincèrement qu'on n'y arrivera pas. Il faudrait revoir globalement le statut de la fonction publique
avec ce spectre d'égalité femmes-hommes. Et je pense qu'aujourd'hui, l'urgence de réforme de la fonction publique, c'est peut-être pas de s'attaquer au statut pour le faire disparaître, mais plutôt de savoir comment est-ce que l'on supprime ces inégalités. Inégalités en termes de développement de carrière, inégalités en termes de rémunération, inégalités en termes de niveau de responsabilité. Faire de l'action égalité femmes-hommes, c'est pas faire de l'action en plus, c'est faire de l'action autrement, et donc d'intégrer dans tous nos gestes du quotidien, dans les recrutements et le volet employeur, mais aussi dans les actions qu'on mène en direction des habitantes et des habitants, d'intégrer cette question de l'égalité femmes-hommes. C'est un long chemin, on recommence tout le temps, mais c'est essentiel si on veut avoir des collectivités harmonieuses et qui ressemblent à la vraie vie. Mais les lois ne sont pas suffisantes, donc c'est une véritable prise de conscience collective et citoyenne et politique qu'il faut avoir.